Discours de la méthode de René Descartes, deuxième partie, suite. C'est pourquoi je ne saurais aucunement approuver ces humeurs brouillonnes et inquiètes qui, n'étant appelées ni par leur naissance ni par leur fortune au maniement des affaires publiques, ne laissent pas d'y faire toujours en idée quelque nouvelle réformation. Et si je pensais qu'il y eût la moindre chose en cet écrit par laquelle on me pût soupçonner de cette folie, je serais très mari de souffrir qu'il fût publié. Jamais mon dessein ne s'est étendu plus avant que de tâcher à réformer mes propres pensées et de bâtir dans un fond qui est tout à moi. Que si mon ouvrage m'ayant assez plu, je vous en fais voir ici le modèle, ce n'est pas pour cela que je veuille conseiller à personne de l'imiter. Ceux que Dieu a mieux partagé de ses grâces auront peut-être des desseins plus relevés, mais je crains bien que celui-ci ne soit déjà que trop hardi pour plusieurs. La seule résolution de se défaire de toutes les opinions qu'on a reçues auparavant en sa créance n'est pas un exemple que chacun doit suivre, et le monde n'est quasi composé que de deux sortes d'esprits auxquels il ne convient aucunement, à savoir de ceux qui, se croyant plus habiles qu'ils ne sont, ne se peuvent empêcher de précipiter leur jugement, ni avoir assez de patience pour conduire par ordre toutes leurs pensées. D'où vient que, s'ils avaient une fois pris la liberté de douter des principes qu'ils ont reçus et de s'écarter du chemin commun, jamais ils ne pourraient tenir le sentier qu'il faut prendre pour aller plus droit, et demeureraient égarés toute leur vie. Puis, de ceux qui, ayant assez de raison ou de modestie pour juger qu'ils sont moins capables de distinguer le vrai d'avec le faux, que quelques autres par lesquels ils peuvent être instruits, doivent bien plutôt se contenter de suivre les opinions de ces autres qu'en chercher eux-mêmes de meilleures. Et pour moi, j'aurais été sans doute du nombre de ces derniers si je n'avais jamais eu qu'un seul maître, ou que je n'eusse point su les différences qui ont été de tout temps entre les opinions des plus doctes. Mais, ayant appris dès le collège qu'on ne saurait rien imaginer de si étrange et si peu croyable qu'il n'ait été dit par quelqu'un des philosophes, et depuis en voyageant ayant reconnu que tous ceux qui ont des sentiments fort contraires aux nôtres ne sont pas pour cela barbares ni sauvages, mais que plusieurs usent autant ou plus que nous de raison, ayant considéré combien un même homme, avec son même esprit, étant nourri dès son enfance entre des Français ou des Allemands, devient différent de ce qu'il serait s'il avait toujours vécu entre des Chinois ou des cannibales. Et comment, jusques aux modes de nos habits, la même chose qui nous a plu il y a 10 ans et qui nous plaira peut-être encore avant 10 ans, nous semble maintenant extravagante et ridicule. En sorte que c'est bien plus la coutume et l'exemple qui nous persuadent qu'aucune connaissance certaine. Et que néanmoins, la pluralité des voix n'est pas une preuve qui vaille rien pour les vérités un peu malaisées à découvrir, à cause qu'il est bien plus vraisemblable qu'un homme seul les ait rencontrées que tout un peuple. Je ne pouvais choisir personne dont les opinions me semblassent devoir être préférées à celles des autres, et je me trouvais comme contraint d'entreprendre moi-même de me conduire. Mais, comme un homme qui marche seul et dans les ténèbres, je me résolus d'aller si lentement, et d'user de tant de circonspection en toutes choses, que si j'avançais que fort peu, je me garderais bien au moins de tomber. Même, je ne voulus point commencer à rejeter tout à fait aucune des opinions qui s'étaient pu glisser autrefois en ma créance, sans y avoir été introduite par la raison, que je n'eusse auparavant employé assez de temps à faire le projet de l'ouvrage que j'entreprenais, et à chercher la vraie méthode pour parvenir à la connaissance de toutes les choses dont mon esprit serait capable. J'avais un peu étudié, étant plus jeune, entre les parties de la philosophie, à la logique et entre les mathématiques, à l'analyse des géomètres et à l'algèbre, trois arts ou sciences qui semblaient devoir contribuer quelque chose à mon dessein. Mais, en les examinant, je pris garde que, pour la logique, ses syllogismes et la plupart de ses autres instructions
servent plutôt à expliquer à autrui les choses qu'on sait, ou même, comme l'art de Lulle, à parler, sans jugement de celles qu'on ignore qu'à les apprendre. On lit en note Raymond Lulle, vers 1232-1315, avait cherché par le grand art, ars magna generalis, Barcelone 1501, une technique pour découvrir la vérité et convertir ainsi les infidèles, alors que la syllogistique aristotélicienne tire les conséquences de prémices supposées vraies. Dans ses lettres à Beckmann, des 26 mars et 29 avril 1619, Descartes s'est enquis de l'ars brevis, ou abrégé, présenté comme une image de l'art général, souvent réédité et traduit en 1619. L'art de Raymond Lullius, où est enseignée une méthode qui fournit grand nombre de termes universels, d'attributs, de propositions et d'arguments, par le moyen desquels on peut discourir sur tout sujet. Fin de note. Et bien qu'elles contiennent en effet beaucoup de préceptes très vrais et très bons, il y en a toutefois tant d'autres mêlés parmi qui sont ou nuisibles ou superflus, qu'il est presque aussi malaisé de les en séparer que de tirer une Diane ou une Minerve hors d'un bloc de marbre qui n'est point encore ébauché. Puis, pour l'analyse des anciens, on lit en note, méthode géométrique pratiquée par Archimède, Apollonius, etc., remontant d'un problème considéré comme résolu à la découverte de ses fondements. Elle suppose qu'on connaisse toutes les lignes requises par la construction, d'où la considération des figures par l'imagination, astreinte à tenir compte des cas particuliers, ce qui entrave la généralisation par l'entendement. Fin de note. Et l'algèbre des modernes, outre qu'elle ne s'étende qu'à des matières fort abstraites et qui ne semblent d'aucun usage, la première est toujours si astreinte à la considération des figures qu'elle ne peut exercer l'entendement sans fatiguer beaucoup l'imagination, et on s'est tellement assujetti en la dernière à certaines règles et à certains chiffres qu'on a fait un art confus et obscur qui embarrasse l'esprit au lieu d'une science qui le cultive. On lit en note. Les caractères dits cosiques désignant les puissances dans l'algèbre des modernes est difficile à déchiffrer car ils variaient selon les auteurs. Descartes, après les avoir utilisés dans sa jeunesse, inventa la notation par exposant. Fin de note. Ce qui fut cause que je pensais qu'il fallait chercher quelque autre méthode qui, comprenant les avantages de ces trois, fût exempte de leurs défauts. Et comme la multitude des lois fournit souvent des excuses aux vices, en sorte qu'un État est bien mieux réglé lorsque n'en ayant que fort peu, elles y sont fort étroitement observées, ainsi au lieu de ce grand nombre de préceptes dont la logique est composée, je crus que j'aurais assez des 4 suivants, pourvu que je prisse une ferme et constante résolution de ne manquer pas une seule fois à les observer.